Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. Je reçois aujourd'hui un invité tout à fait exceptionnel, un très grand musicien. Je ne vous cache pas qu'on lui court après depuis pas mal d'années, mais il est très demandé. Cet homme-là, il était en Amérique latine la semaine dernière, il repart en Autriche et en Allemagne et puis ensuite au Japon la semaine prochaine. Donc nous avons énormément de chance de l'avoir sur le plateau de VIP. Il s'agit du violoncelliste Gauthier Capuçon. Gauthier, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de savoir qu'on vous court comme ça après, mais je ne suis pas la seule, je sais. Non, 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 Vous êtes je suis ravi d'être ici, mais je sais effectivement que ça fait quelques années qu'on essaye. très demandé parce qu'en ce moment, il y a une belle promotion aussi, c'est-à-dire que il faut assurer les concerts qui sont programmés depuis longtemps dans le monde entier et puis assurer la promotion de ce très beau disque consacré à Beethoven avec votre complice et ami Franck Bralet. Beethoven, il y avait eu beaucoup d'autres personnes avant à qui vous avez consacré des disques. Il y a eu Brahms notamment, beaucoup. Pourquoi Beethoven? Alors, l'intégrale des sonates de Beethoven, donc il faut dire que ça comporte 5 sonates, Ouais. 5 sonates et 3 cahiers de variation. C'est une étape assez importante dans la vie d'un violoncelliste parce que on n'a pas énormément d'intégrales comme ça, si importantes dans les suites de Bach et les sonates de Beethoven. Il y a d'autres compositeurs qui ont écrit, comme Vivaldi, beaucoup de concertos, Boccherini. Mais les sonates de Beethoven, ça représente pour nous sont 5 chefs-d'œuvre et c'est quand même 5 sonates. Donc voilà, c'est l'équivalent de 2 disques. Donc c'est beaucoup. Ces sonates, moi je les joue depuis 20 ans, je pense, à peu près une vingtaine d'années, périodiquement comme ça, dans des programmes de concert, mais pas en tant qu'intégrale. J'ai fait, je pense, ma première intégrale il y a quelques années. Donc voilà, l'idée a mûri. Et puis Franck, c'est vrai que on est très proches depuis 20 ans. On a joué, comme vous l'avez dit très justement, beaucoup de choses, enregistré des disques ensemble. Oui, c'est un Schubert, complice, c'est ce qu'on appelle un complice. c'est un vrai Ouais. complice. Schubert, Ravel, entre autres. Et puis ces dernières années, on a fait un premier disque de récital il y a, je pense, 3 ans autour de l'arpégion de Schubert. Et en fait là, on est allé plus loin en fait dans cette relation. On était de vrais complices musicaux, je dirais. Et là, on s'est découvert en tant que personnalité, en tant qu'ami, vraiment, on a vécu des choses assez fortes ensemble. Et ce qui, évidemment, sur scène, décuple encore plus. Il y a une Ce qu'on... fécondité encore différente complètement. sur scène. Complètement. Ouais. C'est comme si, vous savez, dans la vie, il y a des niveaux. Et c'est comme si ensemble, on avait passé un nouveau niveau. Et c'est extraordinaire. D'autant plus que pour une œuvre comme celle-ci, je ne veux pas griller toutes vos questions. Hein. Non, allez-y, je allez-y. parle, vous m'arrêtez. Hein. Mais ces 5 sonates et ces 3 cahiers de variation, on retrace vraiment la vie de Beethoven. Donc c'est assez fascinant, aussi bien en tant qu'interprète, mais en tant qu'auditeur ou spectateur. On a ces variations miniatures, ces 3 cahiers, par exemple avec le thème de la flûte enchantée de Mozart, donc thème que tout le monde connaît, qu'on peut siffler, chanter. Voilà, on se remémore assez facilement. Et donc ces petites miniatures de 10-12 minutes où en fait il joue avec ce thème. Alors voilà, des variations lentes, des variations rapides, du mineur, du majeur. Voilà, très ludique, extrêmement joueur. Et donc ça, c'est vraiment le jeune Beethoven. Et puis ensuite, on s'attaque donc aux sonates avec une première partie, 2 sonates, opus 5, donc les 2 premières qui sont plutôt rapprochées dans le temps. Là, on est toujours dans un caractère assez ludique, beaucoup de dialogue et 2 instruments aussi. Ça, c'est assez particulier aussi d'avoir un rôle qui est vraiment égal. C'est-à-dire que les 2 acteurs, le piano et le violoncelle, sont au même plan. C'est vraiment un dialogue à part égale. C'est pas un piano qui accompagne le violoncelle. Voilà, qui accompagne. C'est un vrai acteur dans cette sonate. Ouais. Puis on arrive à la troisième. La troisième qui est un peu... qui est la pièce centrale, évidemment, puisque c'est la troisième. Mais j'allais dire un peu, par référence, pièce maîtresse, mais en tout cas celle qu'on connaît le mieux, parce qu'on rentre dans un Beethoven, on est en plein cœur là, du romantisme
de cette période classique. Donc, on arrive dans des grandes phrases. Cette sonate s'ouvre avec une grande phrase au violoncelle très mélodique. C'est vrai que le violoncelle, c'est un instrument qui est fait pour ça, pour les mélodies, pour la mélancolie, pour le romantisme. Donc voilà, cette sonate qui est sans doute la plus connue. Et puis là, on arrive dans la dernière période de sa vie, la sonate, la 4e et la 5e, opus 102. Donc là, on arrive dans une période au contraire très tourmentée. La plus sombre de sa vie, là là où il était le plus malheureux aussi. Exactement, mais où on arrive aussi à un pur génie d'un point de vue architecture de la musique, et on arrive à cette fugue finale de la 5e sonate, avec ces grandes fugues qu'on connaît de Beethoven de la fin de sa vie, comme la 9e symphonie, la sonate Hammer-Clavier, les derniers quatuors, vraiment une complexité impressionnante. Et je dois dire que quand on arrive dans le cadre d'une intégrale, ça on peut l'entendre bien sûr au disque, si on se fait l'intégralité des sonates à la suite, et en tant qu'interprète, quand on arrive à cette 5e sonate, de ce mouvement lent, d'ailleurs qui est le seul, un peu de ceci, qui est le seul en durée, qui est un vrai mouvement lent, on arrive à presque un état de grâce dans ce mouvement lent, et ça découle sur cette grande fugue. C'est vraiment extraordinaire. C'est très intéressant d'entendre comment a été construit aussi un disque, parce que nous, on ne connaît pas. Moi, je reçois le disque à la maison, j'écoute, je plane, je rentre dans la musique. En plus, mes 2 instruments préférés, violoncelle et piano, et pour beaucoup de gens, je pense. J'ai de la chance pour ça. Si oui, vous en tirez bien, là, Gauthier Capuçon. Mais c'est vrai qu'on ne se doute pas forcément comment ont été construits les disques, les enregistrements, etc. Rentrer dans les coulisses, la coulisse des choses. Alors, je rassure évidemment nos téléspectateurs, on ne va pas vous laisser comme ça, évidemment qu'on va vous faire écouter des extraits de cet album qui est très bien mis en valeur par les propos. Premier extrait dans pas longtemps, mais j'ai juste une question à poser à Gauthier avant. Vous savez, souvent, il y a cette question des journalistes que en général, les invités détestent, mais je vais vous la poser quand même. Mais Gauthier Capuçon, mais c'est l'album de la maturité, en fait. Mais c'est ça qu'on entend quelque part en disant, cette intégrale, il fallait que j'arrive à une certaine maturité en tant que musicien d'une part, et maturité de ma relation amicale avec Franck Bralet. Et tout ça, concordant, fait que c'était l'heure, aujourd'hui, à 35 ans, avec la notoriété que j'ai, le travail que j'ai fourni jusqu'ici, pour ça. C'était le moment. Oui, je dirais oui et je dirais non. Alors, je dirais oui dans le sens où vous avez tout à fait raison, c'est ce qui s'est à peu près passé avec Franck. Et en même temps, je dirais non dans le sens où... Enfin, je dirais non. Je dirais pas un vrai oui ni un vrai non. C'est-à-dire que, effectivement, c'est une vraie question de journaliste qu'on pourrait poser aussi pour une intégrale bac en disant complètement. Mais bac, voilà, il faut attendre d'avoir minimum 40 ans et encore 40 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir vécu Pour moi, la vraie réponse, c'est qu'il faut se sentir prêt. Et ça, se sentir prêt, il n'y a que vous qui le sachiez à l'intérieur. On se sent prêt ou on ne se sent pas, et on le fait pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Voilà, moi j'ai attendu, et j'ai pas nécessairement attendu d'ailleurs, j'ai pas attendu parce que il y a 10 ans, c'était pas le répertoire que j'avais envie d'enregistrer. C'était pas la question. Donc voilà, la question se pose depuis quelques années, puis ce désir a mûri en moi, et voilà, jusqu'au moment où on se dit, mais ça y est, c'est maintenant que je le fais. On va écouter un extrait de la sonate numéro 2. Alors c'est à ce moment-là donc que je teste mon italien. Allegro molto, piuttosto presto. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur cette sonate numéro 2 rapidement, avant qu'on en écoute un extrait? On découvre, très bien.
a la chance de bénéficier des images et pas que du son aussi. C'est vrai qu'elle est magnifique, cette sonate, mais je vais dire ça tout l'album, donc ça sert à rien que je le dise à chaque fois. Mais j'étais en train aussi de faire un focus sur l'instrument. Malheureusement, aujourd'hui, vous n'avez pas pu venir avec. Non, je m'en excuse, mais c'est vrai que C'était compliqué. quand je suis à Paris, Ouais. l'instrument, il faut aussi qu'il soit, de temps qu'on prenne soin de lui. Donc, il faut qu'il aille chez le docteur de temps en temps pour une petite révision. Voilà. Et voilà. Et Donc, il est ce sont en mes seuls révision. jours parisiens. Mais donc, quel bel objet! ah, c'est un instrument extraordinaire. Vous voulez que je vous en parle 2 minutes ou... Ah oui, puis... C'est un instrument de 1701. Donc, Je sais pas, j'étais pas née, moi. voilà. D'accord, 1701. 1701. Waouh! École de Venise, Matteo Goffriller. Donc, pour situer un peu pour les téléspectateurs, dirons-nous, les 2 écoles principales, les 2 que l'on connaît le plus, c'est l'école de Crémone avec Stradivarius, par exemple, que tout le monde connaît, et l'école de Venise. Et l'école de Venise, c'est Matteo Goffriller, donc l'instrument que je joue, et Domenico Montagnana. Et pour moi, l'école de Venise est extraordinaire pour les violoncelles. Et cet instrument, il a un côté, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais physiquement, il a un aspect très sauvage. Alors, j'allais dire, il fait très mal. Souvent, on compare le violoncelle à un corps de femme, et ce jeu-là, je trouve qu'il fait très, très mal quand on le voit. Oui, il a un côté très animal, très sauvage, je suis d'accord, d'aspect physique. Et aussi de son, il m'a fallu vraiment du temps pour apprendre à le connaître. Je dis toujours pour l'apprivoiser. Pour s'apprivoiser, mais oui, mais bien je pense sûr. et je dis toujours, peut-être que lui dirait la même chose, mais je pense effectivement c'est une rencontre. Ouais. C'est un instrument, il a une âme aussi. Et alors pour répondre à la question vous dites, vous avez l'impression que c'est un vrai mâle. Quand on me demande si mon violoncelle est un homme ou une femme, J'avoue que je n'y aurais pas pensé à cette question non, toute seule. oui, on vous la parce pose. que certains musiciens disent ah bah moi mon violoncelle c'est une femme, ou disent sans hésiter ouais. c'est un homme. Ah, d'accord. Alors parfois c'est le sexe opposé, donc un homme dira que c'est une femme. Très sincèrement, je me suis beaucoup posé la question et pour moi il est les 2 en fait, parce que ça dépend tout simplement de l'œuvre que je vais jouer. Si je joue une œuvre très tendre, très sensuelle et charnelle, je ne vais pas, moi personnellement, penser que c'est un homme. Je vais plutôt apprécier, penser que c'est une femme. Sur la sonate numéro 2. Alors là, ça pourrait être les 2. Là. Cette sonate numéro 2, elle commence, c'est très tendre ce début. C'est vraiment, oui, c'est tout dans la tendresse. Et puis ces 2 sonates, après, on a beaucoup, ça aussi, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais on a ce grand côté théâtral aussi que j'adore chez Beethoven. Vraiment, tout d'un coup, on a une rupture, on casse le rythme, on a des effets vraiment de théâtre qui sont extraordinaires. Alors maintenant, on va rentrer dans votre intimité. Hein. Les téléspectateurs de VIP ont l'habitude. Avec une question un peu tendancieuse, complètement. Faut enlever la veste déjà Non, j'ai reçu votre frère il y a peut-être 6 ou 7 ans de cela. Donc, le grand violoniste qu'on connaît, Renaud Capuçon. Et alors, il m'avait dit quelque chose que... Après, je l'ai entendu beaucoup redire ça, mais sur le coup, ça m'avait sidéré. J'avais jamais entendu parler de ça. Il me disait, vous savez, moi, je dors avec mon violon. Je dis, pardon. Mon violon est dans ma chambre. Je ne m'en sépare jamais. C'est physique, c'est charnel. Est-ce que vous aussi, votre violoncelle, il est dans la chambre? Et que dit madame si c'est le Non, cas? alors moi, c'est ce que je partage de charnel avec mon violoncelle, c'est en musique. Je tiens à rassurer tout le monde. Non, mais il avait du mal à s'en séparer, lui, de son instrument. Et je crois que vous avez dû en parler entre frères. Non. Alors, oui, techniquement, on est quasiment tout le temps avec. Là, je ne suis pas avec. Quand je suis à un rendez-vous, quand j'emmène mes filles à l'école, je ne suis pas avec. Quand je suis dans ma chambre d'hôtel, indéniablement, mon violoncelle est là, puisque je suis à l'hôtel parce que je suis en concert. Mais voilà, il n'est pas... Lui, il parlait au-delà de ça. Au-delà de ça, c'est mon violon, c'est partout. Non, mon violoncelle n'est pas partout. D'accord. Surtout que vous parliez de vos filles, mais vous êtes une famille de musiciens. Celle que vous avez fondée est aussi une famille de musiciens, parce que votre épouse aussi est musicienne, ou du moins l'était. Je ne sais pas si même si elle est musicienne. disons qu'elle ne l'est plus professionnellement, mais je pense que musicien, on le reste toute sa vie. Et vos filles? Et mes filles, ma fille aînée a commencé le violon. Donc c'est fait. Je pense qu'elle est assez douée, mais voilà, moi, et la deuxième, je pense, Sissi a envie de commencer le violoncelle. Alors c'est drôle, je retrouve un peu des caractères complètement, évidemment, elles sont complètement différentes, mais je trouve que le choix des instruments est pas mal. Et voilà. Vous allez les encourager dans la musique? Oui, ce que je vous disais hors antenne, moi j'ai envie qu'elles connaissent ce langage, parce que je pense qu'elles ont la chance d'avoir des parents musiciens. C'est un privilège, je pense, de pouvoir s'exprimer en musique. Donc oui, je veux qu'elles connaissent ce langage. Après, on sera les derniers, et ma femme et moi, à les pousser, parce que c'est une vie qui est d'une immense richesse. Ça, vraiment, je remercie le ciel tous les jours. C'est un immense cadeau. Mais en même temps, c'est une vie, en tout cas la mienne, qui est faite de voyages non-stop, qui
qui n'est pas tous les jours facile, c'est une vie très solitaire. Oui, Et je donc, parlais d'Amérique latine tout à l'heure, Autriche, Japon, Autriche, Allemagne, Japon. donc ouais, ouais, une vie très, très solitaire, Vous et je ne sais savez, pas si je... dans cette émission, il y a quelques années, est venu Alexandre Tarot. Ouais. Et on avait vraiment pris le temps de discuter de cette solitude. Il dit, vous ne vous imaginez pas la solitude des concertistes à l'autre bout du monde, seuls dans un hôtel. Dis-moi, ce qui me sauve, c'est mon maillot de bain. Je demande toujours un hôtel avec une piscine, c'est la seule chose qui me sauve. Il dit, sinon, c'est vraiment cette solitude du musicien, c'est quelque chose qui pourrait faire arrêter. Hein. C'est intéressant d'entendre ça. Ouais, c'est effectivement, c'est pas facile à gérer. Après, il y a certaines destinations. Bon, au fil des années, on noue tisse des liens d'amitié plus ou moins forts avec certaines personnes, qu'elles soient d'ailleurs du métier ou que ce soit des amis. Là, par exemple, à Buenos Aires, j'ai un copain qui est pilote de ligne, et donc qui est venu, qui voyage, et qui m'a ramené en venant de Buenos Aires. Mais il est venu 3 jours, on a passé 3 jours ensemble, et c'était génial. Ça, c'est pas tout le temps. Après, il y a ces moments où on est seul, et puis il y a ce grand paradoxe aussi, qui est que finalement, on n'est jamais seul, puisqu'il y a toujours du monde. Mais finalement, Mais quand il y a autour tout de le ce monde, il n'y a monde, personne quelque part. voilà, exactement. Mais on n'est pas forcément entouré des gens qu'on aime. Donc c'est ça ce Et gros puis, problème. vous vivez des choses très très fortes. Il y a la communion. Je crois qu'on peut parler de communion. Complètement, Utiliser ouais. un vocabulaire religieux avec le public. Donc il y a cette Complètement. chose énorme. On vous applaudit, puis il y a les rappels, et puis d'un seul coup, il y a juste plus rien. Heureusement qu'on se nourrit de la Ouais, musique. c'est très fort. On peut parler Ouais. c'est une montée dans un état, parfois un état de grâce, pas toujours, mais quand on vit ça, c'est très fort. Mais en tout cas, oui, une communion complète avec la salle, avec les musiciens sur scène. C'est vrai que c'est pas facile de redescendre, justement, de se retrouver tout d'un coup. Parfois, vous avez certains concerts où 10 minutes après, vous êtes seul dans votre chambre. C'est ça. Et c'est vrai que, mais c'est intéressant en même temps, on apprend sur nous-mêmes, et puis moi j'apprends beaucoup sur moi-même. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous? Qu'est-ce que vous avez compris de vous en 35 ans de vie? En 35 ans de vie, dont 32 comme violoncelliste, c'est ça? Non, Peu de choses près. non, j'ai commencé à 4 ans et demi. Ouais, pardon, Oui, il a commencé à 4 ans et demi. Disons une bonne Excusez-moi. trentaine. Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce a... que vous avez compris de vous à cet âge-là? Vous le dire aujourd'hui? Ouais, à 35 ans, vous faites quel bilan sur vous? Beaucoup de choses. J'ai compris que déjà une vie c'était très long, mais c'était très court en même temps, parce que moi j'apprends tous les jours sur moi, sur mes propres réactions, mes émotions, mais on apprend énormément, et je pense que chaque jour on se rapproche un peu plus du meilleur de soi-même. Vous diriez quoi si vous deviez vous-même vous définir en 3 adjectifs? Vous utiliseriez quel adjectif C'est aujourd'hui? bien trop court. 3 Alors, adjectifs. tous les adjectifs que vous voulez, Gauthier. Non, mais c'est pas à moi à me décrire. C'est pas à moi à me décrire, mais moi je trouve que je trouve que ma vie est de plus en plus belle chaque jour, parce que j'ai envie chaque jour de la rendre meilleure. Et voilà, ça passe par plein de choses. Donc c'est pour ça, ces moments de solitude aussi, on est nous-mêmes responsables de les transformer. Et qu'est-ce que c'est la solitude? La solitude, est-ce que c'est être seul physiquement? Donc je suis seul dans ma chambre d'hôtel, ou est-ce que c'est solitude au sens être seul, se sentir seul? C'est pas la même chose. Donc moi, quand je parle de solitude, c'est oui, je suis seul au sens physique, je voyage seul. C'est vrai qu'il y a des jours, quand on est avec Franck et qu'on a un petit moment de blues, de solitude, où on se dit bon, là j'ai une petite chute d'énergie, je me sens un peu seul. C'est génial d'avoir un copain, quoi. Parce que Franck, on joue ensemble, mais en plus c'est un copain. Donc là, c'est génial, il me donne de l'énergie, on fait le plein, on va sur scène, on joue ensemble. Mais on apprend à gérer ça. Alors, je vous ai demandé, Gauthier Capuçon, de venir avec un objet. Ça vous a fait réfléchir, cette histoire d'objet, en disant, oh là là, mais quel objet, quel objet? Oui, ça m'a fait... Alors vous avez l'habitude, je pense que vous avez plein de réponses différentes. J'ai cherché un objet. Est-ce que j'ai un objet fétiche? Non. Pas d'objet fétiche. Chercher ensuite peut-être une photo d'enfance. Ou alors oui, j'ai des super photos dont j'ai souvenir avec mes parents, avec mes grands-parents. J'ai pensé vous amener une photo avec mon premier violoncelle. J'aurais pu d'ailleurs. C'était un quart, mais c'était même pas un quart. J'aurais dû. C'est ce que j'aurais dû faire. C'est dommage, j'en ai pas sur mon téléphone. J'aurais peut-être changé de fusil d'épaule. Donc voilà, en fait... je ne sais pas ce que je vais vous dire. Mais vous avez quand même amené un objet. Mais je vous ai amené cette bague, en fait, qui est un aigle. Qui ne vous quitte jamais, parce que je la vois, d'ailleurs, elle est sur les photos. Non, elle doit... c'est pas celle-là, non, sur elle la est nouvelle. photo. Non, c'est une autre. C'est une autre, Elle est ouais. nouvelle. Donc, en fait,
c'est pas l'objet en C'est lui-même. une sorte de chevalière, en fait, avec non, un aigle dessus, non, parce qu'une chevalière, c'est quelque chose de famille. Oui. Oui, c'est un aigle, c'est un bijou amérindien. Ce sont les Amérindiens qui font ça. Et en fait, cette bague, elle est plutôt symbolique. C'est pas du tout une bague fétiche. la voir Ouais, bien sûr. Je pourrais, peut-être que la prochaine fois qu'on se verra, j'en aurai une autre. Et elle symbolise quoi, alors, cette bague? Alors, elle symbolise, vous m'avez demandé quel était le bilan de mes 35 ans. Ouais. En fait, ces dernières années, je me suis beaucoup questionné sur moi-même. Alors déjà, j'ai fait un burn-out il y a 4 ans. Bienvenue au club. Ah, c'est vrai, vous aussi? Oh là là, bon, on n'est pas nombreux. Hein. Non, mais alors là, pour le coup, c'est intéressant d'en parler parce Ouais. que je trouve que les gens sont mal informés sur quelque oui. chose qui est un grave problème de santé, qui n'est pas une dépression, contrairement à ce que les gens croient. Non, c'est un problème de société. C'est un problème aujourd'hui. Je parlais à une amie il y a 2 jours et je disais comment tu vas? Elle me dit ah, ça va super bien, mais je suis débordé. Je lui dis mais il y a un problème. Il y a un problème. Quel que soit le métier que l'on fait aujourd'hui, on est tous débordés. Je pense qu'il y a un vrai problème. C'est pas normal qu'on soit tous débordés. Alors c'est génial, on réussit dans nos carrières, on a la chance. Quand on a la chance de réussir dans nos carrières, c'est extraordinaire. Mais on ne prend pas le temps de vivre. Vous savez que les burn-out ne touchent qu'un certain type de personnalité. Enfin, c'est quand même souvent des personnalités qui sont très enthousiastes, très passionnées par ce qu'ils font, bien sûr. et qui acceptent toujours plus, et qui Oui. ne voient pas le mur s'approcher. Non. Oh là là, le mur qui s'approche et qu'on va se prendre. En même temps, c'est top. Moi, j'ai eu la chance que ça ne dure que quelques mois. Et bon, après, j'ai mis quelques années à... On met quelques années à s'en remettre. Hein. Ah oui, mais je pense que je ne suis pas revenu à 100% encore. Ouais, mais bon, j'ai eu la chance de m'en sortir seul. Moi, c'est arrivé simplement après la naissance de ma 2e fille. J'étais épuisé. C'était vraiment de l'épuisement. Hein. Et puis, quand on a un enfant quand on se réveille la nuit, on s'en rend pas compte parce que si on est fatigué, mais vous avez un gamin qui vous regarde avec sa gueule d'ange et que voilà, on continue. Il s'est caractérisé comment votre burn-out? Parce que souvent, il y a une impossibilité physique. J'ai recommencé mes tournées. Ouais. Et enregistrement, décalage horaire, je fais le tour du monde en 12 jours. Enfin, j'ai fait des trucs un petit peu dingues aussi, je commençais par m'évanouir. Ah ben voilà. Je m'évanouissais. Votre vie était un tourbillon, donc... Voilà, donc je suis allé consulter un médecin, je fais des analyses, tout était parfait. C'était vraiment, mon corps était juste épuisé. Puis après, il y a un truc qui s'est passé sur scène, un micro-doute, un quart de millième de seconde, mais qui s'est passé dans ma tête, en fait. Je pense que si j'entendais l'enregistrement, je n'entendrais rien. Je ne saurais même plus vous dire où c'était, quel passage. Simplement, ça a fait un électrochoc. Hein. Enfin, il y a un truc qui se passe. Et pendant 4 mois, c'était l'enfer pour monter sur scène. J'avais l'impression que je n'arriverais pas à jouer, que je ne savais plus jouer. Enfin, c'était vraiment très dur. J'ai eu une chance folle parce que personne ne s'en est rendu compte. Même les gens proches ne s'en sont pas aperçus. Donc c'est bien, j'ai pas eu besoin j'ai réussi à m'en sortir progressivement sans qu'on s'en aperçoive, et c'était pas le problème qu'on s'en aperçoive d'ailleurs, parce que j'en parle très librement, et bien au contraire, je trouve que c'est important d'en parler. J'en parle à ma classe de violoncelle, je trouve qu'il faut avoir conscience, et en même temps je suis content d'avoir vécu ça, parce que finalement, alors ça n'a pas déstabilisé ma vie professionnelle, musicale. Heureusement, peut-être que si ça l'avait, je réagirais différemment. Encore que, je pense que, vous savez, on a toujours besoin, vos parents vous disent des choses, on fait notre propre expérience, on fait la même chose avec nos enfants, on vit et on a besoin de tester, quoi. On a besoin de tester. Nos limites. Un gamin, il a besoin de tester il a besoin de tomber et de se faire mal pour comprendre que s'il court trop vite, il peut risquer de tomber. Alors, qu'est-ce que vous avez réorganisé dans votre vie pour j'ai pas recommencer? Alors déjà, j'ai touché la limite. Voilà. J'ai touché ma limite physique. Donc maintenant, ma limite physique, je la connais. Donc parfois, on a des nuits un peu trop courtes, mais quand vous faites ça pendant 6 mois, c'est juste pas possible. Donc le sommeil, c'est une des choses. L'alimentation, avoir une alimentation saine. J'ai arrêté de fumer, par exemple. Le sport. C'était une période où je n'avais plus le temps de faire du sport. Et ça, je pense que si j'avais pu continuer à faire du sport, je pense que le sport m'aurait tenu encore. Donc vous avez remis le sport dans votre vie? Oui. Alors je peux pas en faire tout le temps, mais dès que je peux, je cours 10 km tous les 2 jours, quand j'ai le temps. Donc, et puis ça me fait un bien fou, ça me permet d'évacuer. Donc voilà. Et puis j'ai aussi beaucoup réfléchi sur moi-même. Je me suis mis à la méditation. J'ai réfléchi à pas mal de choses sur êtes mis à la méditation, sur la spiritualité, sur. Est-ce que vous avez eu quelle éducation au niveau Alors moi, spirituel? j'ai une éducation catholique. C'est ce que nous avait raconté Renaud dans cette émission, effectivement, Voilà, catholique on a des chrétienne. parents très croyants, ma sœur également, mon frère.
On a vécu des choses très fortes en famille. Moi, je suis toujours croyant, mais je pense que j'ai une foi qui est un peu différente. Euh, je suis toujours croyant, mais je crois aussi beaucoup à l'univers, à ce que l'univers nous envoie. Alors, après, on peut appeler ça comme on veut. Hein. C'est Dieu, on croit en Dieu, on croit en l'univers. Moi, je suis persuadé que j'ai reçu un don de Dieu Oui. pour le violoncelle. Ça s'appelle la parabole des talents hein, Ouais, dans bien les sûr. évangiles. Ah, bien sûr, mais Ouais. ça, j'en suis intimement persuadé. Donc voilà, il y a une prise de conscience sur beaucoup de choses. Et quand je vous dis la route est longue, oui, la route est longue parce que j'essaye chaque jour d'être une meilleure version de moi-même. Vous savez, comme un logiciel, il y a le point 1, point 2, point 3. Donc chaque Et là, jour. on est au Gauthier Je sais point, je sais pas, point mais 35. non, parce qu'il y a eu un vrai changement de cap là. Il y a eu un vrai changement de cap. Et Aussi dans beaucoup de choses, dans les relations, j'ai 35 ans, je trouve que chaque année est meilleure, chaque année on va vers le mieux, mais j'ai plus envie maintenant de certaines choses, j'ai plus envie de, euh, de me raconter des histoires sur certaines choses, j'ai plus envie de parfois on est obligé d'avoir un peu d'hypocrisie ou quand on est dans certaines situations ou parce que c'est bien, parce que c'est important, parce que ça, les faux semblants, quoi. ouais, ça j'ai Plus plus d'envie de faux envie. J'ai semblants. envie de parler vrai, quoi. Je trouve que la vie, quoi, Ça doit on être l'effet burn-out, parce que j'ai réagi comme vous ah ouais, c'est après vrai. mon burn-out. On On va n'a se pas désencombrer, on va se et délester, on se désencombre, voilà, exactement. de Et on pas n'a plus mal de envie de tout ça. choses. Et donc cette bague, voilà, c'est peut-être que je l'aurai plus dans 6 mois ou peut-être après-demain, Mais mais en elle tout cas, symbolise tout ça. elle symbolise tout ça. Et la symbolique de l'aigle chez les Amérindiens, c'est aussi justement c'est la force, la puissance, le pouvoir d'une certaine manière, mais quelque chose de sain. Et c'est aussi que l'aigle, il vole le plus haut, donc il est Ouais. au-dessus de tous les animaux. Il voit tout ça, il est en conscience, mais en même temps, il voit la lumière Ouais. et il voit le noir. Il voit les deux. Mais on est tous on a tous l'aptitude je parlais des émotions tout à l'heure, on a tous l'aptitude de transformer les choses et de faire d'une émotion. Alors, on gère nous-mêmes nos émotions. Hein, qu'est-ce qui nous rend dingue, qu'est-ce qui nous agace, c'est nous qui créons tout ça. C'est pas Ah, vous avez pris de la hauteur, le type qui klaxonne en voiture et qui vous engueule, c'est son problème, c'est pas le mien. vous avez pris de la hauteur, de la distance, de la profondeur. Bah, Peut-être même du recul. oui, mais bien Voilà, sûr. voilà. Mais on essaye. Je dis pas que c'est facile. Après, je dis pas que tout d'un Non, coup, je suis devenu ouh. Sinon, je vous donnerai la recette, j'écrirai un livre. Mais voilà, c'est simplement. Ouais, je pense que c'est un travail tous les jours. C'est une manière de voir les choses. Et ouais, on progresse aussi dans l'éducation. Ça m'a fait beaucoup progresser par rapport à mon rôle de père. Ah, Donc, alors ça, oui, avoir des enfants, c'est aussi une ouais. étape. La preuve. Bon, alors, écoutez, on va faire une petite pause musicale. Ah oui, c'est on ça. part avec la sonate Oui, numéro parce qu'on 5. n'a que 52 minutes, je crois. Ça, c'est déjà bien. Allegro con brio, quelque chose à nous dire sur la sonate numéro 5, Gauthier Capuçon? Bah, la cinquième, oui, on en a parlé tout à l'heure. La cinquième, c'est l'aboutissement de ce cycle, c'est la période tourmentée, c'est en même temps l'immensité, la grandeur de Beethoven et tout ce qui nous a légué. Voilà, Beethoven dans toute sa splendeur, Dans sa j'ai grandeur, envie de dire, dans son aboutissement, dans sa plénitude. Ouais, C'est peut-être bien absolument. le mot, dans Plénitude. sa plénitude. Sonate numéro 5. Il y est le brio là, hein. J'ai annoncé Allegro con brio. Ah. On y est. Merci. On y est. Je vous ai demandé de venir aussi, parce que oui, il faut que vous sachiez, en fait, on fait beaucoup travailler les invités, ils ont des devoirs avant de venir dans l'émission. Et donc, je vous ai demandé, Gauthier, de venir avec une citation. Ouais, Alors là, petit papier anti-sèche. Non, c'est pas l'anti-sèche, parce que c'est une citation très connue, c'est juste l'auteur. Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Vous la connaissez? Et donc, c'est l'auteur, c'était la citation préférée de Nelson Mandela, mais c'est l'auteur William Henley. Je devrais me souvenir, parce que c'est... Voilà. Moi, c'est une citation qui me parle beaucoup, parce que c'est exactement ce qu'on vient d'évoquer.
c'est qu'on est, vraiment le maître du navire. C'est-à-dire que souvent on dit ah mais j'ai pas eu de chance parce que ici il s'est passé ça. Et, oui, peut-être j'ai pas eu de chance pour ça. Puis j'ai eu tel échec parce que je devais vivre autre chose derrière. On a en nous les capacités Je pense qu'on a en de transformer nous toutes les capacités de transformer et de traverser chaque situation. Ouais. Et c'est une phrase qui est devenue célèbre au moment de... c'était la Coupe du Monde du rugby en Afrique du Sud, là, qui avait été remportée par les Africains. Il y a eu un film derrière, Invictus. Ouais. Et c'est vrai que ça a rendu... je pense que cette phrase-là, de même en son temps, le fameux Carpe Diem, avec... comment s'appelait ce film avec Robin Williams Le Cercle des Poètes Disparus, qui a marqué toute une génération, notre génération. Je me permets de me mettre dans votre génération. Et ça, c'est une autre phrase qui accompagne beaucoup les gens. C'est comment ça, je suis le capitaine de mon âme, je suis le maître de mon destin. Le maître de mon destin. Et on sent que ce poète, souvent les poètes touchent quelque chose de l'ordre de la vérité. Hein. Ah oui, complètement. C'est vraiment... En tout cas, moi, c'est une phrase qui me parle. Et qui vous porte, presque. Oui, qui me porte, oui, absolument. Ouais. Voilà, j'ai choisi celle-là. D'accord, c'est une belle phrase. Hein. C'est une belle phrase. Alors moi, j'en ai choisi une pour vous. Pour moi? Ben ouais, c'est le principe. Okay. Alors, elle est de André Chouraki, pardon. Et elle dit, c'est surtout pour ce vers quoi elle nous renvoie, vous allez comprendre. Okay. Chaque homme est compris dans l'enfant qu'il fut jadis. J'ai vu cette phrase, je me suis dit, celle-là, elle est pour Gauthier. Vous savez pourquoi? Non. Je vous ai beaucoup vu jouer à la télé. Ouais. Et je vous vois là, et je me suis dit, tiens, ce sera marrant de confronter mon impression à la télé avec une vraie impression. Mais alors, quand je vous vois, je ne vous ai pas connu enfant, mais je vois l'enfant que vous étiez. On a l'impression qu'il est encore hyper présent. Je ne sais pas si les téléspectateurs, en voyant les deux extraits qu'on a vus, puis le troisième tout à l'heure, je vois jouer, je ne sais pas comment dire, un enfant homme, ou un homme qui n'est plus un enfant, mais que l'enfant porte encore. Vrai ou pas vrai? Bah, vrai, comme si vous étiez encore très connecté à l'enfant que vous étiez. Bah, le problème, vous parlez d'enfant, c'est qu'on se déconnecte complètement de tout ce qu'on a acquis étant enfant. Quoi. On parlait d'intuition tout à l'heure en antenne, mais l'intuition qu'on a étant gamin, c'est dingue. Puis après, avec toutes les peurs qu'on a dans la vie, tous ces trucs, on s'en coupe un peu. Mais oui, j'espère qu'il y a encore une part d'enfant en moi, bien sûr. J'adore rire, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de se réveiller le matin et de sourire. Ah, puis même quand on vous voit jouer, j'imagine que vous ne maîtrisez pas tous les gestes, la façon dont vous vous tenez. Non, j'ai pas pris de cours scénique. Ça sort de la musique. Mais... Non, mais voilà. Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre de l'émerveillement, souvent dans le regard, de l'ordre de la surprise. Oh, j'ai joué ça, c'est beau. Enfin, c'est difficile pour vous d'avoir cette analyse, mais moi, je le vis comme ça. Non, mais ça me fait plaisir. Je trouve ça super de voir comment les gens vous perçoivent, vous voient et vous perçoivent. Il ressemblait à quoi, le petit Gauthier Capuçon, à 7 ans? Il avait les cheveux très courts. Non, sans blague. Ah, j'avais la boule à zéro. Ouais, j'ai les cheveux longs depuis... Alors, j'ai eu 2 étapes. J'ai une première étape un peu plus longue que court, et puis après, les cheveux beaucoup plus longs. Mais c'est un coiffeur un jour, j'étais traumatisé. J'avais les cheveux courts, mais j'avais quand même, je sais pas, un demi-centimètre. Ah bah oui, un demi quand même. Hein, quand même un demi. Et puis un jour, je sais pas, il devait pas aimer les petits garçons avec les cheveux courts. Il a pris la tondeuse, il m'a fait vraiment la boule à zéro, mais j'étais presque chauve. Et ce jour-là, je suis sorti en pleurant, j'oublierai jamais. Et je me suis dit plus jamais les cheveux courts. Donc voilà, j'ai eu les cheveux courts très longtemps. Comment il était, le petit Gauthier? Il était assez espiègle. Ouais, espiègle. J'étais une enfance très heureuse. J'ai bossé beaucoup mon violoncelle, mais j'ai jamais eu de frustration ou de... Non. C'est Renaud qui vous a entraîné dans ce travail de la musique Oui, entraîné d'une certaine manière, parce qu'il est de 5 ans, mon aîné, donc, oui. et ma sœur aussi jouait énormément de piano. Moi, il faut quand même se souvenir que quand je suis né, quand j'avais 5 ans, donc quand j'ai débuté le violoncelle, ma sœur en avait 10. Ma sœur en avait 15, pardon. Oui, on avait 15. Et lui en avait 10. Elle travaillait son piano tous les jours. Mon frère en avait 10, pareil, et moi 5. Donc, mes parents ont beau ne pas être musiciens, je suis né dans une famille musicale. Donc, oui, évidemment. Et puis après, on a commencé à jouer ensemble. Donc, j'ai joué beaucoup avec lui. Il m'a permis d'aller plus vite au début, bien sûr. Et je vous ai vu j'ai vu un reportage très intéressant à la télé qui était sur les fratries de musiciens ou de musiciennes, et où, vous n'êtes pas un couple, Renaud et vous, mais où les frères Capuçon soutenaient tous ces frères et sœurs qui jouaient ensemble. Ça vous dit quelque chose ou pas? Ou c'est peut-être plus Renaud qui a fait ça alors, qui soutenait, souvent il y a des sœurs qui jouent du violoncelle et du violon, ou du piano et du violoncelle. C'est votre frère qui a fait ça, c'était pas vous alors. Non, mais ça me dit rien. Qui soutenait donc toutes ces fratries de musiciens, parce qu'il y en a beaucoup. La musique se partage énormément en famille, souvent, pas toujours d'ailleurs dans des familles où il y a des parents musiciens, mais c'est quand même très particulier de jouer
enfin, des fois, on a des familles de 5 personnes Ah et ouais. ils jouent tous ensemble. Ah bah oui, Qu'est-ce oui. que c'est beau. Ah ben moi, avec la famille de ma femme, on a fait ça. À l'époque, ils étaient tous musiciens. Ouais. Et aussi le papa. Donc mon beau-père, on a fait des concerts. On a fait des concerts tous ensemble. Ah ouais, non, de partager ça ensemble, c'est magique. C'est pour ça que je souhaite vraiment que mes enfants en fassent, pour connaître ça, pour vivre ça. Cette Et communion. pouvoir savoir aussi ce que moi, je vis sur scène quand je pars. C'est important, je pense. L'odeur de l'enfance, ce serait quelle odeur? Bah, c'est l'odeur des montagnes, c'est l'odeur, que ça soit l'hiver avec ses paysages extraordinaires quand on est au ski, c'est l'odeur du feu de cheminée quand on rentre du ski. Ça, j'ai la chance de pouvoir faire du feu à Paris, donc ça, c'est extraordinaire. Moi, j'adore l'arrivée du froid, j'ai fait mes premiers feux, j'adore ça. Et ce soir, je vais rentrer, je vais faire un feu. Mes filles vont m'attendre, ils disent, papa, tu fais un feu? Et donc, on va tous se retrouver au coin du feu, lire une histoire. Voilà, c'est ça, c'est les balades en été aussi. Ouais, c'est l'odeur de la montagne alors. Ouais. Ah bah ouais. Très bien. C'est ma Savoie. Et votre violoncelle, il a une odeur particulière? Est-ce qu'il a une odeur particulière? Oui, il sent. Est-ce qu'il a une odeur particulière? Non. C'est difficile à décrire. Oui, il en a une, mais je ne saurais pas la décrire. C'est une bonne question. Je ne saurais pas la décrire. C'est tellement intime, c'est tellement entre vous deux. Non, mais très bien, ça non, vous non, c'est regarde. pas que je veux pas. Je crois que je ne saurais pas la décrire. Mais il y a une odeur particulière, ouais. Alors, je sais pas si c'est une bonne question. Je sais pas si c'est une odeur, une sensation particulière que je traduis par une odeur, ce qui expliquerait pourquoi je n'arrive pas à la décrire avec des mots, ou s'il y en a une vraiment, je sais pas. Je voudrais avant d'écouter un troisième et dernier extrait, mais ça, je fais durer le suspense, je voudrais qu'on revienne à un moment où vous avez dit assez rapidement, avec beaucoup de pudeur, depuis quelque temps, je fais de la méditation. En fait, quelle différence entre la méditation et la prière, en fait? Ah, mais il y en a pas tant que ça finalement, parce que c'est une manière simplement de se mettre à nu dans un sens, de laisser les émotions venir, partir, de faire le vide. Il y en a pas tant que ça, mais c'est pour ça on peut appeler Dieu de différentes manières. Vous l'appelez comment? Quand on dit qu'on est croyant, moi je parle de Dieu, je parle de l'univers. Pour moi, c'est aussi il y a une grande énergie dans l'univers aussi. Ça, j'y crois beaucoup. Mais oui, la méditation est une forme de prière. Qu'est-ce que c'est une prière? La prière, on s'adresse à Dieu. Oui, bien sûr. Mais c'est une forme de prière aussi, la méditation. Vous faites ça tous les jours? Non, je le fais pas assez souvent et je suis assez débutant en méditation, mais c'est quelque chose que j'ai envie de creuser de plus en plus. Ouais. Et si justement vous pouviez rencontrer l'objet de votre méditation, ce Dieu dont vous parlez, si vous pouviez lui poser une question, lui faire une demande, quelle serait cette, Ça me regarde. cette Ça demande? ne regarde Ça y est, on rentre dans que- l'intimité là. Ça ne regarde que lui et moi. Ah, je vous en dis beaucoup quand même. Non, mais je vous en- comprends parfaitement je vous en qu'on n'ait dis pas beaucoup. envie de... Ouais, non. Moi, je comprends pas comment les gens acceptent de répondre à mes questions sur ce plateau, pour C'est tout vrai, vous ouais. dire. Je Ah ne oui. répondrai pas à la moitié Mais moi-même. un jour, il faudra qu'on change. Je viens si vous voulez. Et quand vous avez joué du Bach, c'est classique comme question, et je m'en excuse d'avance, mais Bach, on dit tellement de lui que c'est le 5e évangéliste. Vous aviez l'impression d'être plus connecté, ou vous avez, quand vous jouez encore, d'être plus connecté peut-être à Dieu à travers Bach? Est-ce que vraiment c'est un musicien, un compositeur qui relie vraiment tant que ça quand on le joue au violoncelle? Alors, d'une certaine manière, oui, si on parle de la pureté de la musique, Mhm. oui, je pense que je pourrais dire ça. Euh, je pense qu'il y a une connexion aussi entre le fait que, par exemple, les suites pour violoncelle seul de Bach, Mhm. c'est vrai on peut imaginer ça tout de suite dans une petite chapelle ou dans une cathédrale. Donc il y a aussi un lien vers le spirituel. Mais oui, quand on joue Bach, c'est tellement... oui, c'est vraiment le mot pureté qui me vient à l'esprit. Cette immense pureté. Après, bon, tout dépend des compositeurs, bien sûr, mais certaines musiques sont... Voilà, quand vous vivez des choses après, des états de grâce vraiment sur scène,
sentez vraiment une connexion, quelque Bah, chose d'incroyable. J'imagine que vous entrez avec les différents auteurs que vous avez joués, musiciens, vous entrez en résonance. Beethoven, pour revenir à l'album qui sort en ce moment chez Erato, je ne l'avais pas précisé, donc je le précise dès à présent. Quand vous entrez en résonance avec Beethoven, il se passe quoi entre vous et lui? Enfin, qu'est-ce que vous avez en commun avec cet homme-là Et il m'a dit que mon disque était super. C'est vrai. Oh, mais j'en suis sûre. J'ai fait beaucoup d'interviews ces derniers jours, je ne l'ai jamais faite, celle-là. Non, mais on rentre en résonance avec un artiste quand on travaille autant. Bien sûr, mais c'est pareil, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas une vérité. Alors, il y a la vôtre, il y a la mienne, mais en tant qu'interprète, chaque jour, je me rapproche de plus en plus, j'essaye de me rapprocher de plus en plus et de ce que le compositeur a voulu dire, mais évidemment, je le transmets aussi avec mes mots. Moi, je suis un messager de Beethoven, donc je le transmets avec mes mots. Le Beethoven qui vous parle le plus, c'est le plus jeune, c'est celui du milieu de vie, c'est plutôt le plus âgé, le plus tourmenté, le plus malheureux. Quel est le Beethoven qui vous correspond le plus au jour d'aujourd'hui, bien sûr, évidemment? Je sais pas, je les aime tous. J'aime ces premières sonates où quand on joue ça tout de suite, elle me donne le sourire et ça, c'est sûr que je les aime, ces sonates. Et en même temps, la cinquième, je pense qu'il y a une dizaine d'années, c'est pas que je la comprenais pas, c'est qu'elle me parlait pas. Elle me parlait pas. Aujourd'hui, quand je joue la cinquième, on arrive vraiment à un point culminant et c'est d'une puissance vraiment impressionnante. Oui, il y a un temps et une heure pour rencontrer une œuvre aussi. Absolument. On parle un petit peu de la troisième, dont on va écouter un extrait, Allegro ma non tanto. Cette troisième, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire avant de l'écouter? Quel mouvement on écoute? Pardon? Allegro ma non tanto. Bon, alors pour parler de cette sonate, c'est quand même, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est la plus longue. C'est la plus longue, la troisième. J'ai aucune mémoire pour les chiffres. Voulez-vous bien nous confirmer ceci? Il va falloir que j'ouvre le disque. Ah non, ne l'ouvrez pas. Bon, alors ensuite. Mais bon, en tout cas, avec elle a un premier mouvement avec les reprises qui est assez conséquent. On l'a dit tout à l'heure, on rentre vraiment dans ce romantisme, cette période un peu plus romantique du classique. Je ne sais pas pourquoi vous riez. Vous avez vu une photo qui vous a fait rire? Non, je vous écoute et j'ai beaucoup de bonheur à vous entendre. Donc je vous écoute. Je déguste cette émission que j'ai attendue pendant 7 ans quand même. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Non, on a 4 mouvements. On a un mouvement lent qui n'est pas vraiment un mouvement lent, qui est très court, qui est un lien vers le final. Et on a un scherzo qui est long et qui est très joueur. Avec des accents, des contretemps, c'est comme si on perdait un peu le contre-pied avec le piano. Donc c'est assez intéressant. Et oui, non, mais c'est surtout ce romantisme, je trouve, qui sort de cette sonate. On va en écouter un extrait, la sonate numéro 3 de Beethoven, par Gauthier Capuçon. Voilà, typiquement, les dernières images qu'on vient voir, c'est exactement ça, ce regard-là d'enfant. Ah, j'ai pas vu, je me suis pas retourné, pardon. Qui cherche, j'adore. Alors, on va passer à une petite séquence douloureuse pour les invités de VIP. Douloureuse? Ah oui, douloureuse, oui, c'est le questionnaire inattendu, des petites questions qui partent dans tous les sens, un petit peu n'importe où, il faut tenter de répondre malgré tout. D'accord. Enfin, je voulais dire, elle va être douloureuse pour moi, pas pour les spectateurs qui vont se marrer. Ah non, qui rigolent. Non, non. C'est ça, oui, elle est douloureuse pour moi. Ah, pour l'invité, complètement. Okay. Alors, c'est l'heure du questionnaire inattendu. Première question. Gauthier Capuçon, on vous laisse le choix d'une personnalité pour un billet de banque. C'est vous qui choisissez la personnalité qui va apparaître sur le billet de banque. Si vous me répondez Beethoven, c'est trop facile, il faut trouver quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous choisissez, vous
Vous êtes le directeur de la Banque de France, Gauthier Capuçon. Ah, je suis le directeur de la Banque de Et France vous ou devez je suis choisir un Gauthier personnage. Capuçon? Bah, vous êtes Gauthier Capuçon. Non, vous êtes Gauthier Capuçon. Qu'est-ce que vous mettez sur un billet de banque à qui Ah, vous voulez rendre hommage? Si je suis Gauthier Capuçon, ma femme. Excellent, sur un billet de banque qui sera diffusé dans toute la France. Ben, pourquoi pas? Et on peut donner son nom à votre femme? Ouais, elle s'appelle Delphine. Eh ben voilà. Eh ben, dites donc, ça c'est de la déclaration d'amour. Hein. Bah oui. Ah ouais. C'est très joli. C'est très joli. Quel est le paysage qui parle le plus à votre cœur? Vous en avez vu des paysages? Ouais, hein c'est difficile parce que la nature me parle de plus en plus, mais Oui. quand même, bah oui, parce que voilà, ça va avec le retour un peu au sol. Alors, je me doute bien que le paysage de Chambéry est non, totalement ancré dans votre enfance. Je voudrais plutôt un autre paysage que vous avez pu découvrir, qui vous nourrit, qui vous remplit de joie. Ouais, parce que j'allais dire la montagne quand même. Non, mais ça c'est trop facile aussi. C'est trop facile Ça aussi. c'est ancré dans l'enfance et je me doute bien que ça vous porte et que c'est là. Ok, j'adore la Corse, être dans une crique en Corse. Je trouve ça très paisible. L'eau, c'est quelque chose que j'adore aussi, même si je suis de la montagne. Mhm. Donc oui, dans une crique, on a la chance en France d'avoir un pays qui est d'une richesse extraordinaire. Donc oui, je choisirais une crique en Corse. Alors, autre question peut-être un peu plus difficile. Qui ne pourrait-on vous soupçonner d'admirer? Alors, dans tous les domaines, attention, ne restons pas forcément dans la musique. Ça peut être la littérature, ça peut être l'art, ça peut être la chanson, ça peut être la science, évidemment. Que sais-je, que sais-je? Bah, vous me soupçonnez d'admirer qui? Ah, j'en ai aucune Bah, idée. ah J'attends bah non, les détails. non, donc je peux Non, mais- faire toutes les réponses que je veux Mais alors. complètement, on Ok, va bah, pas faire la mon père, justifier. mon père. Ah bah si, on s'en doute votre père. Ah que bah vous vous m'avez l'admirez. dit, je vous ai Qui ne demandé. pourrait-on vous soupçonner Eh ben d'admirer? oui, je Non. vous ai demandé qui soupçonnez-vous, vous m'avez dit je sais pas. Ben non, qui ne pourrait-on vraiment une admiration qu'on ne peut pas deviner par rapport à l'image qu'on a peut-être de vous? Admirer dans quel sens? Parce qu'après, Dans il le sens que, oui, y a plusieurs domaines. Bah, je sais pas, ou quelqu'un que j'adore. Bah, alors, ben, je sais pas, que vous aimeriez rencontrer, ok. qui est peut-être déjà mort d'ailleurs. mais peu Ok, importe. oui, non, parce que admirer, après, je veux pas qu'on tombe dans des trucs. Non, alors quelqu'un que j'adore, par exemple, c'est un groupe de rock. Voilà, Ah. ça, vous soupçonnez pas, ou Voilà. peut-être vous l'avez lu, parce que j'ai déjà dit. C'est le groupe Muse. Non. Donc, je sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Je trouve que c'est extraordinaire. Je les connais depuis. Enfin, je les connais. Je connais leur musique depuis Ouais. tous leurs albums depuis quelques années. Et c'est un groupe avec lequel j'adorerais travailler. Donc, Ils voilà. le savent? Bah, je sais pas. Il faudrait peut-être que je leur dise. Ah ben, faudrait peut-être. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites. Quand les musiciens vont transgresser un peu, enfin transgresser dans le bon sens du terme, vont franchir d'autres horizons. Ça vous tente ça? Allez, on laisse un peu le classique de côté. Je vais aller faire un autre projet. Mais non, mais c'est ça le problème, c'est qu'on parle du classique. Ouais. Mais il y a tellement de barrières. Ah, mais C'est qu'on fait Gauthier, des vous vivez en classiques. France. Hein, Oui, c'est mais comme ça. c'est pour ça. Donc Ouais. j'aimerais bien qu'on casse un peu les barrières, mais avec une seule règle qui est toujours la même, c'est garder la sincérité pour un vrai projet et pas que ce soit du marketing ou un truc ou une alliance de maisons de disques ou d'agences. Oui, oui. Voilà, un Une vrai rencontre projet. Mais d'artistes, oui. Ça, moi, artistes. je rêve un jour de les rencontrer. Ouais. Ah, c'est excellent. Voilà. Bon, je me retourne, il n'y a pas de Il n'y a pas de quoi? Non, mais Vous pensez que le groupe Muse allait rentrer sur le non, je plateau? me tournais vers la télé parce que je pensais que les téléspectateurs étaient là, mais Non. en fait, ils sont partout là. Non, donc voilà, je vous ai surpris, j'en suis ravi. Vous m'avez beaucoup surpris, tout à fait. Vous avez très bien répondu à la question. Et puis voilà, je vous laisse organiser un dîner et vous pouvez avoir qui vous voulez à table. Des gens qui sont peut-être morts il y a longtemps, des gens qui sont toujours vivants, des gens qui... Vous mettez qui à table? Votre tablé idéal? Mandela, j'aimerais beaucoup. Mandela, d'accord. Mandela. Muse pour l'animation, ça on a compris. Ouais, je mettrais beaucoup de musiciens parce que il y a beaucoup de musiciens que j'aimerais rencontrer. Pierre Fournier, Jacqueline Dupré. J'aimerais bien rencontrer le Dalai Lama. Ça aussi, d'un côté, toute cette côté méditation. Ça Il était en France il n'y a pas longtemps, le Dalai Lama. Oui, je sais. Qui est-ce que je mets il pourrait y avoir plein de monde. C'est difficile comme question parce que il y a tellement de possibilités que finalement on n'arrive plus à voir. Beethoven, j'ai jamais limité le nombre de convives, Bach, moi. Hein. Mozart, tous les compositeurs. On aimerait pouvoir zapper. Il y a des films comme ça où les gars, ils ont une télécommande pizza, puis ils tapent l'année où ils veulent aller, et puis paf, ils se retrouvent. Ce serait extraordinaire. Donc voilà, ça peut être infini. Ça peut être
Infini. Très bien. Merci d'avoir répondu à ce questionnaire non. inattendu. Ça va, vous n'avez pas trop souffert? Ah, je suis bien là. Pourquoi Vous je l'ai êtes bien attendu? Non, J'ai pas du attendu. tout. Pas du tout. Il nous reste 3 minutes. Je voudrais juste qu'on parle un petit peu de votre complice, Franck Bralet. Ouais. Les gens le connaissent moins que vous. Et pourtant, il vous accompagne Oh beaucoup. non. On va dire qu'il va regarder cette émission. Ouais. Si vous deviez lui faire une déclaration d'amour, vous lui diriez quoi, Franck Bralet? Bah, que je l'aime, par exemple. Mm. Bah oui, parce que d'ailleurs, c'est un mot qu'on dit pas assez, ça. Parce que chez nous, c'est un peu... Elle va se dire, il est complètement fleur bleue. Ah non, au contraire, moi je trouve que les gens se disent pas assez de manière profonde et ancrée. Bah oui, Je parce que- t'aime entre eux, que ce soit Eh ben voilà, je suis je d'accord. t'aime d'amitié. Voilà, ben Ou voilà. je t'aime Ben d'amour. Je l'aime vraiment d'amitié, Franck. Ouais. Et il était là, ces dernières années, il était là pour moi dans des périodes... Dans le burn-out notamment, une période un peu dure. ou pas dans le burn-out, mais après, dans d'autres situations, d'autres contextes, des périodes voilà, que j'ai traversées, qui n'étaient pas forcément faciles. Et il était là, il était proche, il a été un ami, il a été un confident. Il a été vraiment, vraiment là. Et donc, je le remercie pour ça. C'était vraiment une grande preuve d'amour et d'amitié. Et puis, je trouve que c'est un musicien absolument génial. Ça, je pense que je l'ai déjà dit, mais je trouve que c'est un privilège de pouvoir vivre ça, partager ça ensemble. Et j'apprends énormément aussi avec lui quand on joue. Donc voilà, je lui dis merci aussi. Quand vous allez quitter ce studio, vous allez partir vers de nouveaux voyages. Vous avez annoncé l'Autriche, l'Allemagne, donc là, Europe, c'est presque la maison. Vous repartez après pour l'Asie. Vous serez dans quel état d'esprit en partant? En partant d'ici? Ah bien, je suis très bien. J'ai passé un super moment avec vous. Ah bah nous aussi. Non, je vous remercie pour cette interview parce que je trouve ça génial de pouvoir aborder des sujets un peu plus profonds, pas que la musique soit profonde, mais voilà, des choses un peu plus personnelles. Et donc je vous remercie, c'était un chouette moment. Alors on a une tradition dans cette émission, enfin une tradition qui vient de démarrer. Donc c'est une tradition qui a 2 semaines. Hein. Super, il n'y a pas d'âge pour les traditions. C'est ça. On fait signer le livre d'or. D'habitude, on le fait signer après l'émission. On s'est dit pourquoi ne pas le faire signer dans l'émission. Très belle idée. Donc voilà, on a Myriam Boyer qui a démarré. Vous avez choisi la couleur violette parce qu'on laisse choisir la couleur à l'invité. Pourquoi du violet pour signer regardez, c'est la couleur de vos chaussettes. Très bien. Non, c'est la couleur de la spiritualité. Et en fait, c'est drôle parce que il y a des choses comme ça parfois naïvement que je percute pas. Et puis un jour, je me suis dit, c'est bizarre. Pourquoi j'ai toujours aimé le violet? En fait, oui, c'est la couleur de la spiritualité. Donc pour moi, c'est la couleur des évêques, là, tout de suite. Non, pour moi, c'est une couleur divine de spiritualité. D'accord. Mais effectivement, c'est aussi la couleur que portent les évêques. Voilà. Alors, pendant que vous écrivez... je signe pour qui? Ah, mais vous marquez ce que vous voulez, pour l'émission, pour l'équipe, Je peux regarder ce qui a... pour la Myriam Boyer. Je peux regarder ce qui a été fait avant? Il y a juste Myriam Boyer avant vous. Hein. Vous êtes, on est au début de saison, là. On est en début de saison. Et pendant ce temps-là, moi, je réannonce aux téléspectateurs donc, ce très bel album, Gauthier Capuçon, Franck Bralet, l'intégrale de Beethoven. Je vous le conseille franchement, que vous connaissiez ou pas Beethoven. J'avoue que je ne connaissais pas tout. Moi, j'ai découvert aussi cette intégrale. C'est une manière aussi de synthétiser un petit peu. Je me concentre. Mais concentrez-vous, c'est moi qui parle. L'œuvre de quelqu'un. Donc voilà, je vous le conseille. C'est sorti chez Erato. Allez voir les artistes en concert aussi. Ça, c'est vraiment très important. Allez les voir sur scène. Il se passe des choses sur scène qu'on vit que sur scène et qu'on vit que dans la salle. Donc renseignez-vous. Il est très connecté, hein, Gauthier Capuçon. Il a un compte Twitter, il a un compte Facebook. On a tout. Donc un site internet qui est très bien fait. Renseignez-vous. Qu'est-ce qu'il est en train de nous écrire? On va le laisser finir. Ben voilà, je vous remercie pour cette merveilleuse émission, à la fois profonde et légère. Et c'est ce que je vous disais, j'ai passé un très bon moment. Longue vie à l'émission, on a déjà 13 ans, écoutez. Très bon moment. Ben voilà, c'est déjà une longue vie. On se donne rendez-vous dans 10 ans? Oh, bah peut-être avant. Vous viendrez avec votre violoncelle avant? Ouais, peut-être avant. Promis juré? Je peux promis. Non, j'ai appris à ne plus promettre. Ou alors, si, on promet quand on est vraiment sûr. Mais je vous promets que je ferai votre possible. Tout mon possible pour venir parce que j'ai passé un super moment. Merci beaucoup. Merci Gauthier Capuçon. On vous embrasse et surtout on vous souhaite bon voyage et embrassez toutes vos femmes pour nous, votre femme, vos petites filles. Merci, au revoir. Merci.